Henri Tirard d'Angleterre n'eut pas la mort d'un roi, mais celle d'un homme vaincu par son propre corps. Sa fin, lente et insoutenable, défia les croyances du Moyen Âge, où la santé du souverain reflétait celle du royaume. Le roi, fils du conquérant, s'éteignit dans l'odeur et la honte, symbole d'un pouvoir que la chair trahissait. Le choc fut immense. La rumeur transforma l'agonie du monarque en un signe du ciel. Dieu lui-même semblait retirer son appui à la lignée des Normands. Né vers 1068, dernier fils de Guillaume, Henri reçut peu d'héritage. Son père partagea l'Empire, la Normandie à Robert, l'Angleterre à Guillaume le Roux, et à Henri seulement une somme d'argent. On le surnomma Beauclerc, l'érudit sans domaine. Mais cette humiliation forgea sa détermination. Tandis que ses frères guerroyaient, il étudia le droit, l'administration, la logique. Il observa le pouvoir de l'intérieur, apprit à attendre et à frapper au moment exact. Lorsque la chance faiblirait, la chance faiblit en Missohan. Guillaume le Roux mourut d'une flèche lors d'une chasse en forêt. Henri, présent, saisit aussitôt l'occasion. En 3 jours, il s'empara du trésor royal à Winchester et se fit couronner à Westminster avant le retour de son frère aîné Robert. Le geste fut audacieux, presque sacrilège, mais efficace. L'usurpation devint légitimité sous les rites de l'Église. Henri, simple cadet méprisé, s'assit sur le trône par calcul plus que par droit. Le nouveau roi comprit vite qu'il devait régner non par la peur, mais par l'ordre. Il créa l'échiquier, premier système administratif d'Europe, où chaque denier versé à la couronne était noté. Il imposa des juges itinérants, étendit la loi royale jusque dans les campagnes et réduisit les abus seigneuriaux. Cette rigueur transforma le royaume en une machine efficace. Mais derrière la discipline se cachait un homme qui se méfiait de tous. Obsédé par le contrôle de chaque souffle du pouvoir, Henri épousa Mathilde d'Écosse pour unir le sang normand au lignage anglo-saxon. Le mariage fut politique, non sentimental. 2 enfants naquirent, un Guillaume Adelin, héritier, et Mathilde, future impératrice. La dynastie semblait assurée. Pourtant, le roi vieillit dans la solitude. Son esprit restait vif, mais son corps se dégradait. Des douleurs intestinales l'obligeaient à quitter soudainement les conseils. Le silence régnait sur son mal, car la faiblesse d'un roi menaçait la stabilité du royaume tout entier. Les médecins de cour, esclaves des théories d'Hippocrate, l'affaiblirent encore. Ils pratiquaient des saignées régulières, persuadés de purifier le sang corrompu. Ils imposaient des vomitifs, des décoctions d'herbes amères, des régimes contraires à la raison. Chaque remède épuisait davantage le souverain. Pourtant, Henri supportait ses tourments sans plainte. Il refusait que la maladie dicte ses actes. Dans son esprit, reconnaître la douleur équivalait à abdiquer la royauté. Sous cette apparence d'énergie, il s'endurcissait. L'homme qui prêchait la justice devint implacable. Ses sentences s'alourdissaient, ses ennemis disparaissaient. Robert, son frère captif, demeura enfermé jusqu'à la mort. Henri craignait les trahisons plus que les armées. La centralisation qu'il avait bâtie autour de lui se mua en prison invisible. Chaque décision consolidait son pouvoir, mais aussi son isolement. Le roi devint le seul témoin de sa propre grandeur. En 1120, un drame changea tout. Le naufrage du White Ship emporta son fils unique, héritier du trône. L'espoir de continuité s'éteignit dans l'Esbédia, les eaux glacées de la Manche. Henri s'effondra. Les témoins dirent qu'il ne rit plus jamais. Son visage se ferma. Son autorité devint mécanique. Il gouvernait encore, mais sans cœur. La douleur du père s'ajouta aux maux du corps. Ce fut le début d'un règne spectral, gouverné par la fatigue et la peur. Malgré tout, il tenta de sauver la lignée. En 1127, il fit jurer à ses barons fidélité à sa fille Mathilde. Jamais femme n'avait régné seule en Angleterre, mais Henri imposa ce serment par la force. Les seigneurs jurèrent, mais sans conviction.
Le roi vieillissant se battait contre le temps et la tradition. La maladie progressait, la douleur devenait constante. Il ne mangeait plus, dormait à peine. La cour sentait l'approche d'une fin inévitable. En 1135, Henri s'installa en Normandie. Épuisé mais toujours obstiné, il refusait tout repos. Les chroniques le décrivent pâle, amaigri, animé d'un feu intérieur que la raison ne pouvait éteindre. C'est là, dans une chasse d'automne, qu'il décida une dernière fois de défier le destin. Le repas qu'il s'apprêtait à prendre devait sceller sa fin. L'homme qui avait dominé un empire s'apprêtait à être vaincu non par l'épée, mais par son propre orgueil. Le dernier automne du règne d'Henri commença dans un climat d'épuisement et de défiance. Le roi, malade, tentait encore de contrôler chaque décision, chaque lettre scellée à son nom. Les barons, las de ses exigences, murmuraient dans l'ombre. Les chroniqueurs notèrent son teint cireux, ses gestes lents, son regard fixe. Pourtant, il persistait à gouverner avec la même énergie froide, refusant d'admettre que le corps royal n'obéissait plus à la volonté. Le pouvoir, pour lui, demeurait une discipline du fer. À la cour de Rouen, les médecins redoublèrent de soins inutiles. Ils saignaient le roi, le purgeaient, puis le forçaient à avaler des décoctions amères censées rééquilibrer ses humeurs. Henri endurait ces tortures médicales avec une obstination désespérée. Il se persuadait que le salut viendrait de la rigueur. Aucun remède ne fit effet. Les douleurs d'estomac s'intensifiaient, interrompant les audiences. La maladie, d'abord intime, devint affaire publique. Tout le royaume savait que le roi souffrait. Malgré cette faiblesse, Henri quitta Rouen pour la Normandie intérieure. Il voulait inspecter des forteresses et rappeler au seigneur qui était le maître. Ses conseillers tentèrent de l'en dissuader, mais il refusa. Les forêts humides, les vents d'automne, les longues chevauchées aggravèrent ses maux. Dans son pavillon de chasse près de Lyon-la-Forêt, il reçut encore des émissaires, signa des chartes, donna audience. Le roi, désormais presque squelettique, s'accrochait à sa fonction comme à une armure. C'est là que le destin prit la forme d'un repas. On lui servit des lamproies, poisson qu'il affectionnait depuis toujours. Le médecin, prudent, averti, elles semblaient impropres. Henri haussa les épaules. Renoncer à son plat favori aurait signifié admettre la faiblesse. Il ordonna qu'on les prépare. La chronique rapporte qu'il mangea lentement, avec un plaisir sombre, conscient d'affronter sa propre nature. Ce fut le dernier geste d'autorité d'un roi qui ne voulait pas céder, même devant la mort. Les premiers symptômes apparurent la nuit suivante. Violente douleur, sueur froide, spasmes. Les serviteurs couraient d'une chambre à l'autre, apportant des bassins, des linges, des torches. L'air empestait déjà. Henri refusait les prières, exigeait des soins. Les médecins saignèrent encore, persuadés d'évacuer le mal. Chaque saignée accélérait l'effondrement. Les chroniqueurs notèrent qu'il semblait vieillir d'une heure à chaque minute. Son esprit, jadis lucide, se brouillait dans la fièvre et la souffrance. Bientôt, la puanteur envahit la demeure. Le roi, alité, perdait connaissance par moments. Son ventre enflait, ses membres se refroidissaient. Autour de lui, les courtisans se dispersèrent sous prétexte de missions urgentes. La loyauté se dissolvait dans la peur. Seuls demeuraient quelques serviteurs, contraints par devoir. Les prêtres hésitaient à entrer. L'image du roi, jadis instrument du sacré, se réduisait à celle d'un corps malade que personne n'osait approcher. L'autorité se consumait dans l'odeur. Durant 3 jours, Henri alterna délire et éclair de lucidité. Il appelait ses enfants, prononçait des noms de morts, évoquait des batailles anciennes. Par instants, il retrouvait la conscience et demandait des nouvelles du royaume. Ses ordres, incohérents, témoignaient d'un esprit qui refusait l'évidence.
Aucun médecin n'osa annoncer la vérité. Le roi mourait. Le silence dans la chambre devint une forme de respect et de terreur mêlée. L'histoire basculait vers son épilogue. Le 4e jour, on apporta des cierges et des reliques. Les prêtres récitèrent les prières des mourants. Henri tenta de parler, mais seuls des gémissements sortirent de sa bouche. À l'aube, il fit un signe, peut-être pour bénir, peut-être pour congédier, puis sa main retomba. Le roi était mort. Aucun cri, aucune proclamation, seulement un souffle arrêté. Le corps demeura là, encore tiède, bien, tandis que dehors, les corbeaux tournaient au-dessus des pins. La mort du roi ne mit pas fin à la peur. Les serviteurs, effrayés par la corruption qui commençait, s'éloignèrent. Le cadavre gonflait, changeant de couleur. On appela un médecin pour embaumer le corps. Il entra seul, referma la porte et travailla des heures. Quand il sortit, il paraissait à demi évanoui, incapable de parler. L'odeur, disait-on, était insupportable. Le pouvoir royal s'était dissous dans la chair. Ce spectacle, plus que la guerre, détruisait le mythe du roi inviolable. À peine le roi mort, les messagers se mirent en route. Les uns vers Mathilde, d'autres vers Étienne de Blois. Chacun voulait devancer l'autre. Le cadavre encore chaud devenait enjeu politique. Henri avait bâti un État fort, il laissait un royaume sans maître. Ainsi, son ultime héritage fut la discorde. Tandis que le corps pourrissait à Lyon-la-Forêt, l'Angleterre s'enfonçait déjà dans l'incertitude. Le règne de l'ordre s'achevait dans la confusion et la puanteur. Le cadavre d'Henri Bourredil resta plusieurs jours à Lyon-la-Forêt avant qu'on ose le déplacer. Le froid de novembre ralentissait la décomposition, mais ne suffisait pas à contenir la corruption. Les moines, réticents, psalmodiaient à distance. Les courtisans, revenus avec précaution, décidaient de transporter le corps vers Rouen. Il fallut le placer dans un cercueil de plomb, scellé à la cire, tant l'odeur rendait impossible toute veillée. La mort d'un roi devenait une question d'hygiène plus que de piété. La route vers Rouen fut un cortège funèbre d'un genre nouveau. Point de chant, point de foule, seulement quelques chevaliers, le visage couvert d'étoffes parfumées. Chaque halte exigeait qu'on brûle des herbes et de la cire pour masquer les relents. Les paysans regardaient passer la charrette sans s'incliner. Certains faisaient le signe de croix, d'autres détournaient le regard. Le roi n'était plus qu'un fardeau pestilentiel, un avertissement vivant de la fragilité du pouvoir. À Rouen, on voulut honorer la mémoire du défunt par des offices solennels, mais l'odeur chassa les prêtres eux-mêmes. Les récits parlent d'encensiers brisés, de cierges consumés jusqu'à la base sans qu'aucune prière n'efface la puanteur. On se hâta donc d'achever la cérémonie et de préparer la traversée vers l'Angleterre. Le cadavre fut embarqué de nuit, entouré de tonneaux d'épices et de sel. Mais mince, les marins vomissaient sous le vent du large. Quand le navire accosta, la couronne anglaise n'avait plus de tête. Étienne de Blois, neveu du roi, traversa la Manche avant Mathilde et se fit couronner à Londres. Les serments prêtés à la fille d'Henri s'évanouirent aussitôt. Le pouvoir changea de main sans résistance notable. La dépouille du roi n'avait pas encore atteint Reading que son œuvre politique s'effondrait déjà. La continuité dynastique, qu'il avait tant voulu préserver, se disloquait avant même sa mise en terre. À Reading, qu'il avait lui-même fondé, on creusa une fosse profonde. Les moines récitèrent les psaumes avec hâte. Le cercueil fut descendu dans le sol humide, recouvert de pierres, puis de terre. Ainsi se termina le règne le plus administratif du Moyen-Âge anglais. Le roi qui avait cherché la stabilité par la raison laissa derrière lui le chaos et la guerre civile. La mort d'Henri devint le premier acte de l'anarchie, période de violence qui ruina le royaume. Pendant 19 ans, l'Angleterre vécut sans autorité ferme. Les barons bâtirent des forteresses privées, levèrent leurs propres troupes, rançonnèrent les campagnes. Le peuple souffrait, et le souvenir du roi de justice se transforma en mythe ironique.
Chaque pillage rappelait ce que la mort d'un seul homme pouvait engendrer. L'ordre que Henri avait instauré s'était dissous avec son sang. La stabilité administrative s'effaçait dans le tumulte des seigneurs affamés de pouvoir. Les chroniqueurs interprétèrent cette catastrophe comme un signe divin. Dieu, disait-il, avait puni l'orgueil d'un roi qui s'était cru maître de sa destinée. La lamproie, plat de luxe, devenait symbole du péché de gourmandise et d'aveuglement. Les moines consignèrent de son agonie comme une leçon morale. Le savoir et la puissance ne sauvetaient pas l'homme de sa chair. Ainsi, la médecine, la politique et la foi se rejoignaient dans un même récit de chute. Avec le temps, la légende surpassa les faits. On disait que le corps du roi avait éclaté sous la pression des gaz, que la terre elle-même refusa de l'absorber. Ces exagérations, loin de ridiculiser le souverain, renforçaient l'idée d'un châtiment exemplaire. Le roi savant, trop sûr de sa science, mourait comme le dernier des pécheurs. La mémoire collective conserva moins ses réformes que son odeur. Dans les monastères, son nom devint synonyme de l'instabilité du monde. Lorsque Henri II, petit-fils du défunt, monta sur le trône, il dut reconstruire ce que son aïeul avait édifié. L'échiquier renaquit, les juges reprirent la route. La justice retrouva un visage, mais l'héritage d'Henri III demeurait ambigu. On louait son intelligence, on redoutait son destin. Sa mort rappelait que le pouvoir ne protège ni du temps ni du corps. Même les plus grands bâtisseurs d'ordre finissent sous la loi de la décomposition. Ainsi s'achève l'histoire du roi que son ventre tua. Henri VIII avait voulu dompter le chaos, il en devint la victime. Son corps, instrument du gouvernement, se retourna contre lui comme pour rappeler aux hommes que nul n'échappe à la corruption. Les annales médiévales en firent un symbole, celui du souverain réduit à sa condition d'homme, et derrière la chronique politique demeure l'image d'un roi seul, vaincu non par l'ennemi, mais par la vérité de sa chair.